Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 11 septembre 2018 et bonne fête à Adelphes. Si vous nous rejoignez en ce moment même, que vous rentrez chez vous après votre travail, il est 17h30. Je vous rappelle qu'aux alentours de 14h30, un peu avant 15h, si je me souviens bien maintenant, un peu avant 15h, un premier avion s'est encastré dans l'une des tours du World Trade Center, c'est-à-dire le cœur économique de la ville de New York. Nous sommes le mardi 11 septembre 2018. Il y a maintenant 17 ans, et aux alentours de 15h en Europe et 9h aux États-Unis, chacun vaque à ses occupations, quand soudain toutes les chaînes de télévision stoppent leurs émissions. Les États-Unis viennent de sombrer dans l'horreur. Une attaque terroriste de grande ampleur vient de frapper le pays. Plus de 3000 morts et 17 ans après, plus de 1000 morts n'ont pas été identifiés. Mardi 11 septembre 2001 au matin, 19 hommes embarquent à bord de 4 vols domestiques à Boston, Washington et New York. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord, dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center, ouvrant une gigantesque brèche dans les étages supérieurs. À 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord, dont 5 kamikazes, s'encastre dans la seconde tour jumelle du World Trade Center, événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord, dont 5 terroristes, s'écrase à Washington sur le Pentagone. À une vitesse de 850 km/h, il ouvre un trou béant dans la façade ouest du ministère de la Défense. À 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 de United Airlines avec 44 personnes à bord, dont 4 membres d'un commando, s'écrase dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de ce vol reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison-Blanche. On sait toutefois que certains passagers informés par téléphone portable du drame de New York se sont battus avec les terroristes. Les 2 tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de gravats et de poussière. La tour sud à 9h59, la tour nord à 10h28. Des centaines de personnes qui n'ont pu être évacuées et de sauveteurs qui tentent l'impossible sont alors ensevelis. Manhattan est recouvert par un immense nuage de fumée noire et de poussière. Ces attentats, revendiqués par Al-Qaïda, un groupe jusqu'alors peu connu, ont fait au total 2979 morts, dont 2750 à New York. Montluçon Habitat, c'est une équipe à votre service. Premier bailleur de l'Allier. Plus de 5000 logements gérés sur l'ensemble de l'agglomération montluçonnaise. Nous en parlions hier soir dans le JT. La désertification ferroviaire est à nos portes. Il faut agir et continuer de se battre, rapporte Frédéric Laporte, le maire de Montluçon. Alors c'est à 9h, c'est pas une manifestation parce que l'objectif n'est pas de faire une marche comme on l'avait fait le 28 avril en ville, c'est un rassemblement. J'allais dire que l'élément déclencheur de ce mouvement spécifique, c'est l'annonce de la semaine dernière faite par la SNCF de fermer un guichet à la gare de Montluçon. Est-ce que vous pensez qu'à terme, si on ferme un guichet, ça risque d'amener d'autres fermetures derrière? Bah écoutez, ça fait 40 ans qu'on a des présidents de droite et socialistes, des ministres des transports de droite, socialistes et communistes. Ça fait 40 ans que le réseau ferroviaire montluçonnais est à l'abandon, qu'il y a de moins en moins de trains. Donc petit à petit, à chaque fois on en enlève un petit peu, et là on ferme encore un guichet. Donc oui, c'est un élément supplémentaire qui fait craindre que la gare ferme un jour. Monsieur Wauquiez, donc, lors de sa venue à Montluçon, avait envoyé quelques arguments pour éventuellement réparer ou nous ouvrir un peu les voies. Alors justement, cette manifestation, elle doit avoir aussi de l'ampleur parce qu'elle est à 9h et moi à 11h, je vais voir monsieur Wauquiez. Et donc il va de soi que si nous sommes nombreux, j'imagine que la résonance du message que je vais lui délivrer à 11h sera différente que s'il n'y a personne. Donc c'est pour ça que je veux que vous soyez nombreux. Il faut qu'on soit plusieurs milliers ce coup-ci, hein, et pas quelques centaines. Et les gens qui disent que je ne me suis pas, je les ai pas appelés pour organiser avec eux, je vais pas appeler chaque association malheureusement ou chaque parti politique. J'envoie un message et j'allais dire c'est à tout le monde, à chaque citoyen de répondre. Après tout, je suis le maire de Montluçon, c'est au maire d'aller lancer des messages. Parce qu'il est vrai que, moi je prends l'exemple de la Creuse,
On a commencé comme ça à fermer un guichet, réduire les plages horaires, et Oui. maintenant on n'a plus de train. C'est exactement le problème. C'est exactement le problème. C'est pour ça qu'il faut que ça se stoppe, là. Il faut que ça arrête. Et cette annonce de fermeture de guichet, elle n'était pas du tout prévue au calendrier qui avait été donné. Effectivement, les autres gares de l'Allier, comme Commentry, on avait eu ces informations. Mais Montluçon, aucune information n'avait filtré. C'est une annonce qui a été faite directement aux salariés de la gare. Donc on n'a absolument pas pu appréhender ce problème spécifique, et ça va donner l'occasion de rebondir pour l'ensemble du problème ferroviaire du bassin montluçonnais. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment de venir nombreux, quels que soient les clivages politiques. La question n'est pas politique, la question elle est montluçonnaise. Tant qu'on sera clivé, on sera faible. Et je crois d'ailleurs, et je suis même persuadé, que les hauts fonctionnaires et les politiques nationaux jouent là-dessus, sur notre division. On ne parle jamais d'une même voix. Et à l'arrivée, on perd tout. Continuons, et ça sera pire. Avis à la population, il y a urgence. Un rendez-vous qui vous est donné le samedi 15 septembre à 9h pour une marche de protestation à la gare de Montluçon. Si vous ne faites rien, nous allons perdre notre regard. Alors faites-vous entendre, c'est ce samedi, rendez-vous à la gare dès 9h. La FNAC à Montluçon est devenue incontournable, appelée à l'origine Fédération Nationale d'Achat. C'est une chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution des produits culturels. Située dans la galerie de Carrefour à Saint-Jacques, un espace aux innombrables références de nouvelles tendances. Montluçon, la FNAC, c'était une longue histoire. Ça faisait des années et des mois qu'on entendait parler que la FNAC allait venir s'implanter à Montluçon. Enfin, elle s'implante. Oui, c'est un événement exceptionnel parce que la FNAC, c'est une enseigne mythique dont Montluçon rêvait de l'arrivée. Et ben voilà, on l'avait vu, on avait imaginé s'installer sur le boulevard, avenue de la République, à droite ou à gauche, et finalement, elle est ouverte aujourd'hui au centre commercial Saint-Jacques. Et puis surtout, ce qui est vraiment bien, ce sont des Montluçonnais qui ont eu la franchise FNAC, et donc c'est vraiment une belle histoire de Montluçonnais qui réussit à ouvrir un magasin, une enseigne mythique à Montluçon. Donc je suis vraiment heureux. C'est encore un point d'ancrage commercial qui arrive dans le centre de Montluçon, et j'espère que ça va attirer de nouveaux clients dans notre ville et qui vont découvrir le commerce comme celui de la FNAC, mais aussi le commerce de proximité. Et pourquoi Montluçon ? Montluçon avait besoin de sa FNAC, comme toute ville de taille de Montluçonnaise. Donc aujourd'hui, on ouvre une FNAC à Montluçon jeudi. Avec ses 30 000 références en librairie, la FNAC vient compléter la gamme existante sur Montluçon. On vient compléter le tissu économique de la ville. On a une partie produits culturels, une produits techniques. On se complète, on va dire, les différentes gammes des différents magasins concurrents, Cultura ou culturels. Au contraire, il n'y a pas de, on vient compléter les choses. Donc ça, c'est la force de la FNAC, côté librairie, et la partie produits techniques, tout ce qui est multimédia, téléphonie. Aujourd'hui, FNAC, c'est la seule enseigne qu'on rencontrera en direct avec Apple, par exemple. Je donne un exemple. Demain, il y a l'iPhone 11 qui sort, on l'a le lendemain. On a un contrat direct avec Apple, c'est la seule enseigne. Voilà une des valeurs ajoutées. Des emplois locaux, une volonté de la direction. 15 salariés sont déjà en poste et d'autres suivront. En fait, c'était essentiellement de recruter dans le bassin montluçonnais, donc tout l'effectif est essentiellement du milieu montluçonnais. Les 15 emplois sont ici, et même les futurs emplois à venir seront essentiellement locaux. Est-ce qu'il y aura d'autres emplois qui vont on espère, oui, bien sûr, donner un peu plus de possibilités. On va voir comment on démarre avec une équipe de 15 personnes. Et ensuite, en fonction il y aura forcément des rotations, des CDD à venir, des intérimaires, des alternants aussi, parce qu'on est aussi, on souhaite aussi faire le recrutement de futurs alternants, quel que soit du BTS à l'IUT, voire plus haut. Des showcases et des dédicaces auront lieu tout au long de l'année. Dans un premier temps, il est recommandé aux écrivains de se faire connaître auprès de la FNAC afin de pouvoir présenter leurs œuvres. Il y aura deux types de catégories. Ce sera dans un premier temps locaux, bien sûr. C'est leur FNAC, c'est leur ville à Montluçon et l'Allier. Et après, bien sûr, on va s'ouvrir aussi au niveau de la France. Sur tout ce qui est musical et tout ce qui est aussi roman. On est aussi ouvert à toute personne qui veulent se lancer aussi aux indépendants. Bien sûr, on essaye de développer la culture au maximum. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de se faire connaître. Si la FNAC peut être un point de départ pour eux, on serait avec plaisir, avec grand plaisir.
Un service Click Collect sera à disposition prochainement et bien sûr le relais colis Fnac est déjà mis en place. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on n'a même pas encore ouvert, qu'on a déjà des colis de clients qui sont en attente de ce qu'on appelle le relais colis Fnac qui est en place. Donc vous commandez directement depuis votre domicile et vous venez retirer votre colis en sortant du magasin, en sortant de votre travail au magasin directement. Et prochainement, on va bénéficier du lancement Click and Collect, qui était déjà connu sur le principe de chez Darty, mais qui se dispose aussi sur la Fnac, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commander votre produit, dans moins d'une heure, retirer votre produit en magasin. Bien sûr, vous allez avoir un choix maximal, hein, tout ce que vous allez pouvoir aujourd'hui trouver sur Paris ou autre, on va pouvoir vous l'avoir, si ce n'est instantanément en magasin, le lendemain, comme précisait Sébastien, le lendemain en magasin, on pourra vous le fournir. À partir du moment où il est disponible chez l'éditeur, il sera disponible en magasin Fnac. Qu'est-ce que la Fnac va apporter de plus à Montluçon? Son savoir-faire et ses produits. Aujourd'hui, on a à peu près 30 000 références au niveau livre. Après, aujourd'hui, vous ne trouvez pas un livre dans les différents rayons, vous les avez en même pas 24 heures. Vous venez en tant que client, à 18h, vous ne trouvez pas le livre que vous voulez. Le lendemain, vous êtes livré soit chez vous, soit au magasin à 11h. Alors maintenant qu'il y a votre Fnac à Montluçon, venez le découvrir, on sera ravis de vous accueillir. Tout récemment, en 2017, s'est créé à Vaud un club de basket. C'est un club de loisirs et c'est ouvert à tous. Le basket dans la commune de Vaud, dans l'Allier, c'était un projet. Maintenant, c'est devenu une réalité. Le Vaud Basket Club. C'est un club de basket qui est arrivé en septembre 2017 à Vaud. Là, on était très bien accueillis par tous les Vaudois et la municipalité en général. La vie associative et sportive poursuit sa dynamique sur la commune de Vaud. Après le rugby club créé l'an dernier, c'est désormais le ballon rond qui est à l'honneur, avec la naissance de Vaud Basket Club. Donc c'est un club de basket loisir. Alors, il y a du loisir et on a notre équipe de filles U15 qui, elles, sont en interdépartemental, qui ont un bon niveau. Et on attend de savoir si nous jouons une finale au mois de juin ou pas. Le club accueille pour l'instant une équipe de U15 féminine, ainsi qu'une équipe loisir, composée d'hommes et de femmes âgés de plus de 18 ans, ayant pratiqué ou non le basket. Ouais, elles sont motivées, hein. Après ça reste des ados, donc il y a des moments sans, puis il y a des moments avec, mais bon, elles sont sur une bonne phase montante et elles font un bon résultat pour une première année, avec un effectif un petit peu, on va dire, réduit. Elles font une belle saison et elles vont jouer une finale le 2 juin. C'est ouvert à tout le monde, du plus jeune au moins jeune, de 7 à 77 ans, voire plus, hein, selon la forme. Hommes, femmes, enfants, on accepte tout le monde. Là, pour le moment, on a une équipe de filles donc âgées de 14 ans. Et après, on a l'équipe loisirs où là, c'est ouvert à ceux qui ont entre 17 et 50 plus. Ah, tu es la capitaine en plus? Oui. En plus. Ah bah là, c'est sérieux. Et comment ils sont tes joueurs? Ils sont disciplinés sur le terrain? Est-ce que tu arrives à bien les manier? Plus en match qu'en entraînement. En entraînement, des fois, c'est pas trop ça, mais sinon, ça va. Et qu'est-ce que t'en penses du capitaine, toi? Bah, elle est super. Elle est cool? Ouais, bah oui. Bon. Elle dispute pas trop? Non, ça va. Bon, ça va alors. Bah, l'objectif, c'est de recruter un peu plus de monde, avoir un peu plus de joueurs dans différentes équipes, avoir des garçons, des filles, avoir tous les niveaux et peut-être avoir une équipe senior masculine ou senior fille. Les jeunes filles ou jeunes garçons de plus de 7 ans sont attendus avec grand plaisir pour essayer et pratiquer avec passion le basket. De la patience, beaucoup de patience. Il faut un peu de basket quand même, histoire de pouvoir répondre à des exercices. Et puis il faut surtout aimer ce sport et aimer les enfants. C'est le principal. L'été a été très chaud à Prémilla. De très nombreuses animations étaient proposées durant cet été, des concerts, des spectacles et des soirées à thème. Une multitude de prestations pour tous les publics. L'été a été très chaud à Prémilla. De très nombreuses animations étaient proposées durant cet été. Des concerts, des spectacles, des soirées à thème, une multitude de prestations pour tous les publics. En fait, on fait jamais de prestations en public, rarement en fait. Normalement, on va dans les hôpitaux pour apporter du bien-être aux personnes. Donc ça peut être des personnes âgées, des personnes handicapées mentales, qui vont trouver du plaisir à voir les chevaux, trouver quelque part un attrait dans une expérience, donc se rappeler de souvenirs quand il y avait les chevaux pour faire des choses, parce que effectivement à notre époque, les personnes âgées
le cheval était utilisé pour le travail, donc ça peut évoquer des souvenirs pour les personnes, je dirais Alzheimer, enfin des maladies un peu comme ça. On a eu un cas d'une personne qui se levait pas et de voir les chevaux, elle s'est levée spontanément. Nous, forcément, on ne savait pas que cette personne n'avait pas marché depuis longtemps et on nous l'a dit après. 4 cavalières, 6 chevaux, de la danse, des effets son et lumière, c'était le programme des réjouissances de ce jour. Un spectacle hippique d'1h15 qui était organisé au restaurant de la plage. Ce soir, c'est vraiment un spectacle équestre pour le bar de la plage de Sceaux. Jument Purace espagnole, ouais, qui a 13 ans. Et je l'ai eu à l'âge de 2 ans et je l'ai débourré moi-même. Avec Rafale, je fais surtout du dressage et puis on fait des petits spectacles, donc en équithérapie aussi. Et j'ai fait de l'endurance aussi. On est arrivé première en 40 km, donc c'est très rare pour une Purace espagnole. Parce que c'est souvent des pur sang arabes qui gagnent les courses. Donc là, j'ai été classée en 40 km avec ma jument. Voilà. Donc j'étais assez fière d'elle surtout. Parce que bon, c'est le cheval qui passe avant. Elle est calme en plus. Oui, enfin, ça dépend des fois. Elle a quand même son petit caractère. C'est une demoiselle. Oui. Voilà. Elle est comme sa maîtresse. Elle a ces moments, où bon, elle est un petit peu sauvage, quoi, des fois. Avec les hommes, elle est calme, regarde. Oui. Orchestré par l'association de médiation animale du rallye de la Chapelle de Domérat, qui est spécialisée dans les représentations équestres dans les hôpitaux. Beaucoup de personnes ne sont même pas informées de ce qu'est l'équithérapie. Que le bien-être de l'animal en soins, en fait, que ce soit un chien ou effectivement un cheval. C'est pas, on n'est pas obligé d'avoir le cheval, en fait, c'est une façon d'avoir un lien avec la personne. De ne pas discuter directement. Il y a une troisième, on va dire, pour moi personne, parce que je suis désolée, mais un animal pour moi c'est important, qui est là, qui n'a pas de jugement et qui permet de casser quelques codes en fait. C'est du soin par l'animal et le soin par l'animal ça se fait par le cheval. Voilà. Donc au niveau du rapport entre le cheval et la personne soignée, ça apporte la confiance, ça apporte le bien-être, ça apporte beaucoup de choses. Ça soigne toutes les pathologies, vraiment toutes les pathologies. Même la personne qui est bien, elle monte sur un cheval, elle l'entoure, il y a le bien-être qui est là. Alors donnez-moi un exemple de maladie qui est soignable par l'équithérapie. Le mal-être d'une personne, tout simplement. La personne fait des activités avec le cheval, elle se sent importante. Enfin, vous voyez, là c'est le b.a.-ba. Et puis après, plus les pathologies sont différentes, plus on fait des activités différentes avec les chevaux ou avec les chiens, les lapins, les cochons d'Inde, les furets, enfin ce que vous voulez, quoi. Ça commence à être reconnu. Au Canada, c'est reconnu. Là, les médecins commencent à faire rentrer des animaux dans les hôpitaux, même des chevaux d'ailleurs. C'est une thérapie qui s'adresse aux petits, aux grands, aux mamies, papis. Tout le monde. Voilà. On fait aussi bien chien visiteur dans les maisons de retraite qu'avec un cheval en maison de retraite, que les enfants, la pédopsie, la psychiatrie, tout quoi. Voilà. Une représentation qui a demandé plusieurs semaines de préparation. Un moment de spectacle, un moment de communication, de l'équithérapie. La Maison de la Solidarité a été inaugurée à Commentry, un espace de vie et de service. Dans les tiroirs depuis des années, débutée en février 2017 et inaugurée ce week-end, la Maison des services et de la solidarité accueille le Centre communal d'action sociale. C'est-à-dire que moi, l'initiateur du projet, sur l'ancien site où était la communauté de communes, c'était le Place Stalingrad. Donc ce lieu, il est situé entre la halle du marché couvert et la mairie. Et les gens, ils font un circuit entre les deux. Donc un jour, en faisant mon marché, j'ai eu l'idée de créer cet immeuble et donc de créer en rez-de-chaussée, faire comme des arcades ou des commerçants ambulants pour venir s'installer pour le marché. Parce que le marché de Commentry, c'est un des marchés les plus courus dans le secteur. Et puis donc, en concomitant à ça, on avait le projet de réaménager le CCAS et la communauté de communes dans cet immeuble. Ça fait que tout le secteur du centre-ville, où ce sont tous des bâtiments vétustes, vont pouvoir être réaménagés dans un futur plus ou moins moyen-long terme. Elle permet d'assurer sur un même site l'accès des usagers aux services publics qui relèvent de l'État ou des collectivités. Une maison de service public n'est pas une simple juxtaposition de services, mais une réponse à des besoins de proximité.
La création d'un équipement comme celui-ci doit s'inscrire dans une logique de qualité en vue d'améliorer le service rendu et de créer des synergies entre chaque partenaire. Oui, parce qu'ici nous avons donc le CCRS au 2e étage et puis la communauté de communes qui est en rez-de-chaussée. Et au 3e étage, on a une salle de réunion qui est mutualisable où chacun pourra, avec un planning, pourra l'utiliser. Installé dans ces nouveaux locaux, au cœur de ville à proximité de la gare SNCF, un environnement propice au développement de la politique familiale de la ville. Alors, une maison de la solidarité, c'est un endroit où sont concentrés les services qu'on peut proposer donc à la population, donc le CCAS, enfin voilà tout ce qui a été décrit au cours de cette inauguration. Et alors ici, on a vraiment la chance d'être dans un endroit, franchement, c'est vraiment magnifique. En plus, il y a eu cette volonté de conserver les belles choses anciennes, historiques, qui appartenaient à ce bâtiment, et c'est vraiment l'endroit idéal justement pour rassembler tous ces services. Une maison commune en fait où on peut échanger et puis venir chercher le renseignement et de l'aide sociale ou juste de l'aide. Être le premier guichet d'accueil pour les commentiens. Par exemple le remplissage de documents, de formulaires pour des demandes d'un logement social par exemple ou d'aide au logement c'est tout ce genre de services qu'on peut retrouver dans ce genre d'endroit. Et vous voyez, elle se sépare en deux avec une cloison mobile et elle est équipée d'un TBI. C'est la dernière technologie la plus avancée, la plus moderne, puisqu'on peut se connecter que ce soit avec des tablettes, avec des iPhones ou avec des ordinateurs portables. Comme on me dit toujours que je suis un maire connecté, donc j'ai un peu insisté pour qu'on ait cet équipement ici. Effectivement, c'est la technologie moderne, c'est l'avant-garde. Comme le bâtiment s'y prête, j'aime bien être à l'avant-garde, moi, toujours. Merci de votre attention et rendez-vous à demain 19h pour une nouvelle édition. Ce soir à la télé, donc sur TF1 Good Doctor et sur RMC Découverte, une émission sur le 11 septembre. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.